Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Sofiane. Salut. Sofiane, salut Sofiane, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Donc Sofiane, j'ai rencontré, je sais même pas, Ah, ça fait très ouais, longtemps ouais, et on commençait à investir tous les 2 ensemble, au exactement, même moment quasiment. exactement. Donc Sofiane a décidé de commencer direct par un immeuble de rapport, C'est ça, donc il va bien on nous en sent mal. parler. Ouais, tout à fait. Et donc là ensuite, il a acheté un appartement et maintenant là, il est en train de revendre sa résidence principale, Tout si je à dis fait, pas de bêtises. c'est ça. Sofiane, est-ce que tu peux te présenter un peu, qui t'es, t'as quel âge, et cetera quoi? Complètement. Donc je m'appelle Sofiane, j'ai 30 ans, je suis ingénieur en électronique OK, depuis maintenant 5 ans, depuis 2020. OK, Et donc j'ai commencé à investir en 2020. En fait, à exactement. l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, je voulais investir. Du coup, j'ai commencé à chercher à acheter, un peu comme tout le monde, des appartements ou en tout cas un bien immobilier. J'ai commencé du coup à chercher dans toute la France. J'ai commencé, Oui, c'est vrai. j'ai visité dans toute la France, Perpignan, Marseille, Orléans, Reims, la région du Nord, Lille et ses alentours et sa banlieue. Et j'ai trouvé du coup un immeuble dans le nord de la France, à Roubaix. OK, alors déjà là, t'as dit plein de choses, mais c'est pas grave, c'est cool. Déjà, pourquoi t'as décidé d'aller partout en France? Tu t'es pas cantonné juste à une ville et tu resté sur ce secteur? Pour une question de cash flow, tout simplement. Parce OK. que dans ma région, dans le 77, la rentabilité moyenne, c'est entre 4 et 6%. Oui, donc à savoir, du coup, tu habites, donc tu En viens région parisienne, du 77, c'est ça. région parisienne. C'est ça. T'as quand même été ingénieur à Lyon. Tout Donc à ça, fait, c'est aussi, ça fait exactement. partie un peu de l'histoire. Oui, c'est vrai, effectivement. Et, Oui, et donc, du coup, tu t'es dit, OK, je regarde toute la France. c'est ça. Je voulais regarder. Mon idée, c'était de tirer un maximum de cash flow net, même net. Ouais. Une fois ma mensualité payée, une fois tout payé. Et je voulais pouvoir réinvestir. En fait, l'idée, c'était d'enchaîner les opérations immobilières. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter, là, on est en 2020, t'es à Lyon, C'est ça, exactement. tu trouves le bien pour toi, Oh, cash flow, tout ça. le meilleur compromis, c'est ça. En fait, donc j'ai visité dans toute la France et j'ai trouvé un immeuble à Roubaix. C'était le meilleur rapport compromis, prix, temps, travaux, enfin tout. Donc je l'ai trouvé, je l'ai visité une première fois, je l'ai visité une deuxième fois. J'ai fait une offre dessus, sachant que c'était en direct vendeur, il n'y a pas eu OK, d'agence. ça Euh, c'est bien. ouais, franchement, c'était pas mal. Du coup, j'ai fait une première offre. L'immeuble est affiché à 200 000 euros OK. pour 200 mètres carrés. Donc 1000 OK, euros le mètre carré. 1000 euros le mètre carré. Exactement. Donc, Pas mal. sachant qu'il y avait tout à faire. En fait, c'était des anciens bureaux, c'était OK. des plateaux avec des Ah oui, anciens t'avais que bureaux. des plateaux. Exactement. Il y avait deux plateaux au premier et au deuxième étage. Le rez-de-chaussée, c'est une partie commune. Premier et deuxième, des plateaux d'environ 65 mètres carrés. Et le dernier OK. étage, c'était abandonné. C'était une espèce de comble, mais on voyait directement la toiture. Il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y Ah avait pas oui, d'arrivée d'électrique, il n'y avait rien. Zéro. Pas de sol, OK. rien. Donc ça a été ton premier achat. Ça a été mon coup de Ton cœur. premier, Ça a été le premier coup de cœur. donc, premier achat immobilier, bim, C'est ça. immeuble de 200 mètres carrés. On Exactement. commence pas un appartement, Ouais, deux non. appartements. Je me suis dit, quitte à entamer les démarches notaires, travaux, etc., recherche, je me dis autant y aller vraiment et en tirer un maximum de cash flow plutôt que de faire à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire acheter un appart pas très loin de chez soi, le mettre en location, souvent en nu, donc en termes de fiscalité, c'est pas bon du tout, et devoir rembourser sa mensualité. Le loyer ne couvre même pas la mensualité. Bon, Ouais. donc c'était pas du tout mon plan. L'idée, c'était à terme de pouvoir vivre de mes rentes. Donc, il fallait absolument que j'arrive à tirer du cash flow. Donc, en visitant, je tombe sur l'immeuble de Roubaix. Donc, je fais une première offre à 180 000 qui est acceptée. Donc, OK. 20 000 euros, sachant que l'offre à 180 000, je la justifie. Je n'arrive pas et je dis, voilà, je veux faire une offre à 180. Je justifie le montant des travaux. Je connais personnellement mon banquier. Je connais personnellement mon notaire. Donc, sachant que le vendeur était pressé. Donc, je me suis dit, j'ai une carte à jouer. C'est pour ça que je fais l'offre OK. à 180. Ça a été accepté. Donc ça, c'est super important quand même ce que tu dis. Parce que Ouais. tu es en train de dire, dans ma négo, j'ai dit, Je me suis et c'était justifié. logique en J'ai fait. complètement justifié. Là, il y a ça comme complètement. travaux, etc. Et ça, Complètement. c'est super important parce que c'est vrai que, tu vois, dans ma formation, j'en parle. Je dis que c'est important aussi en termes de négociation de connaître son client Complètement. pour savoir La comme marge dans de la manœuvre. négo, Exactement. voilà, c'est de la négo. Tout à fait. Et de dire, donc,
vous voulez aller vite, bah moi en fait je connais mon banquier, je connais mon notaire. Mon notaire, nickel. Et donc pour justifier ça, j'avais évidemment au préalable fait passer un artisan, donc j'avais fait faire des devis, j'avais fait 3 ou 4 devis même. Donc j'avais justifié tout ça, etc. Et juste avant de signer le compromis, j'arrive à renégocier 10 000 euros de plus. Donc je le signe pas à 180 mais à 170. Pourquoi? En fait, je sais pas, j'avais refait mes calculs et je me dis en vrai, j'ai rien à perdre. Je lui propose, sachant que je lui dis vas-y, vraiment, je vais aller vite, enfin ça va aller très vite. Donc attends, t'avais fait une offre papier à 180. À 180, il avait accepté. Ok. Et juste avant, je lui refais une offre à 170 et je lui dis là c'est sûr et certain parce que j'étais encore dans mes 10 jours de rétractation. Ah ok, malin. Je lui ai pas dit, enfin je l'ai pas dit je vais me rétracter si tu n'acceptes pas, mais bon, je lui ai dit voilà, je te fais une offre à 170, mais cette fois-ci non seulement je te referai pas plus bas et en plus voilà. Ok. Donc il accepte. Et le troisième retournement de situation, c'est que je vais avec mon banquier pour faire une vente clé en main. Donc une vente clé en main, c'est pas l'acheteur qui paye les frais notaires, c'est le vendeur. En réalité, évidemment que c'est l'acheteur qui les paye, mais on peut les inclure dans le crédit. Oui, donc tu les as inclus. Du coup, je les ai inclus. Sauf que du coup, moi, en grand prince, je lui dis les frais de notaire, c'est 13 000, ok, sur 170. Je lui dis, si tu veux, je te fais une offre à 172. Comme ça, le chiffre, c'est 185. C'était juste pour arrondir. Donc, du coup, je lui ai fait une offre à 172 qu'il a accepté. Et du coup, lui, je lui ai fait un virement de 185 500, je crois, quelque chose comme ça, qui correspondait au prix de l'immeuble, plus les frais de notaire. Et lui, après, a reversé les frais de notaire, du coup, à son notaire, parce que c'était son notaire qui avait fait la vente sur l'île. Ok. Voilà. Mais attends, mais du coup, c'est génial quand même. Parce qu'en fait, tu t'y connaissais pas du tout. Ben, toi, t'es pas du métier. Non, je suis pas du tout du métier. Par contre, comme j'étais à Lyon, et j'étais tout seul à Lyon, je me suis formé. C'est un peu l'avantage que j'ai eu de partir à Lyon, c'est que j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Donc la semaine, j'étais tout seul. Donc au bout d'un moment, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me former. Et vraiment, je me formais sur l'achat, sur la fiscalité, sur les travaux, sur la vente clé en main, sur les taux bancaires, vraiment sur le maximum pour ne rien laisser au hasard et justement pouvoir tirer un maximum de cash flow. Okay. C'était ma stratégie en tout cas. Moi, j'ai une question. Donc là, tu nous as parlé de la négo, etc., de l'achat. En termes d'apport, t'as mis zéro d'apport. Zéro d'apport. J'ai mis 0 d'apport. 2020, tu avais un super taux. J'ai eu un taux à 1,20. 1,20 fixe, donc trop bien. 1,20 hors assurance. Ouais, sur hors assurance. Hors assurance. Ouais. Sur 20 ans. Sur 25 ans. Sur 25 ans. Parce que du coup, tu l'as acheté en nom propre. Exactement, je l'ai acheté en nom propre sur 25 ans, donc avec un taux à 1,2, donc avec un différé d'1 an également. Et donc avec un financement du coup à 110% avec la vente clé en main. Et en fait, je dis même 110%, mais en fait, c'est même bien plus parce que du coup, la banque m'a financé l'immeuble, m'a financé les frais de notaire, m'a financé les travaux, m'a financé les meubles et m'a financé aussi les places de parking. Parce que comme c'était un immeuble à usage commercial, j'ai dû créer 5 logements. Et pour créer 5 logements, l'urbanisme de Roubaix demande à avoir 5 places de parking. Sauf que 5 places de parking, déjà, il faut trouver les 5 places de parking et c'est à moins de 300 mètres de l'immeuble. Donc, autant te dire que c'était mission impossible. Et donc, l'anecdote, c'est que, en fait, en face de l'immeuble, il y a un MacArthur Glen. C'est un outlet. Et ce outlet-là a un parking souterrain. Du coup, j'ai appelé ce parking, je leur ai expliqué le projet, je leur ai dit, voilà, je suis en train d'acquérir un immeuble, littéralement en face de votre parking. Je suis en train de le transformer à usage habitation pour faire 5 appartements et j'aurais besoin de 5 places de parking. Est-ce que vous les vendez? Si oui, à combien? Il me dit que lui, il s'en occupe pas, il m'envoie le numéro du responsable, bon bref, plein de galères. Au final, j'arrive à contacter la personne qui gère le parking. Il me dit qu'effectivement, c'est faisable. Pas l'achat, mais de la location longue durée sur 15 ans. Et c'est 3 250 € par place de parking. Je t'épargne le calcul, ça fait 16 250 € pour les 5 places. Du coup, moi, je suis tout content. Dans ma tête, je suis en folie parce que je me dis, je vais pouvoir réussir à diviser l'immeuble et créer mes logements. Parce que pour moi, qu'en plus, c'était pas sûr. Tu l'avais mis en condition suspensive. Exactement, je l'avais mis en condition suspensive. Exactement. Enfin, j'avais pas mis en condition suspensive les places de parking. J'avais mis en condition suspensive l'accord de l'urbanisme, l'accord de l'usage commercial à habitation. Mais c'est une des conditions. Oui, ok. Suite à ça, du coup, suite aux places de parking, je rappelle l'urbanisme qui me valide effectivement la 8e autorisation. Et donc, je peux enfin démarrer les travaux. Donc, je démarre les travaux. J'ai eu l'accord du prêt du coup en octobre. On a démarré les travaux 1 mois après, donc en novembre. Donc, les travaux ont démarré. Ça s'est plutôt bien passé au début. C'est surtout sur la fin où il y a eu pas mal de problèmes. L'artisan, si tu veux, en fait, le différé, donc je l'avais jusqu'à octobre.
Donc, t'avais un an de différé? On avait un an de différé. Les travaux devaient durer 6 mois, de octobre à avril, je crois. 6 mois, en tout cas, je sais plus quel mois, ou peut-être mai. Sauf qu'arrivé en juin, juillet, c'était non seulement pas fini, et en plus l'artisan part en vacances pendant un mois. Et cerise sur le gâteau, il me dit que ça sera pas fini en octobre. Donc là, ça va pas du tout. Donc, je lui dis au téléphone, il était en vacances, et je lui dis non, on arrête là, laisse tomber, tu reprends tes trucs. Et le dernier virement, parce que j'avais un dernier virement à lui faire, je l'ai pas fait, du coup. Et je lui dis, reprends tes gars, et tant pis, laisse tomber. Donc à ce moment-là. Mais comment t'as fait? Comment ça? Parce que là, du coup, le but, c'était de mettre la location pour septembre. Pour septembre, exactement, pour la rentrée des étudiants, vu que je voulais faire des appartements meublés. Et en fait, moi qui étais à Lyon, donc je vivais à Lyon à ce moment-là, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui était le mari d'une collègue à moi au travail. Il m'a accompagné de Lyon jusqu'à Roubaix. On a pris un Ouigo de Lyon-Saint-Exupéry à Lille-Flandre. Et après de Lille-Flandre, on a pris le métro jusqu'à Roubaix avec ces gars et on a fini les travaux là-bas. Donc je les ai envoyés d'abord une semaine ou deux et après moi je les ai Tu les as rejoints? Je les ai rejoints, merci, pendant 3 semaines, pendant mes congés payés de mon travail. Et du coup, je les ai aidés à finir les finitions, les travaux, t'as posé 3 semaines. J'ai posé 3 semaines sans partir en vacances. Ou en tout cas, je suis parti en vacances à Roubaix. Donc, ça fait pas rêver, mais on n'a rien sans rien. Donc, on a fini les travaux. On a réussi à finir à temps pour septembre. Et donc, on a eu directement les locataires. Mais vous avez charbonné. Vraiment, on a enchaîné. C'est ça, nos journées, c'était on se levait à 8h, on finissait, il était 22h. Et on faisait ça tous les jours. Non-stop. Il n'y avait pas le choix, en fait. Il n'y avait pas le choix. En même temps, il fallait faire passer Enedis pour l'activation des compteurs. Avant ça, on a fait passer le consuel. Il y a eu plein de choses. Donc, ça a été. Parce que du coup, ton différé, il s'est arrêté quand? Il s'est arrêté en octobre. Ah oui, donc toi, il fallait qu'en septembre. Exactement. Tu n'as bénéficié que d'un mois de. Exactement. Alors, la réalité, c'est que j'ai payé ma première mensualité d'octobre. En fait, en septembre, j'ai trouvé les 4 premiers appartements, donc les 4 meublés. Le loft, on n'avait pas complètement fini à 100%. Du coup, je m'étais donné jusqu'à décembre pour trouver des locataires. Vu que c'est pas des étudiants, ou en tout cas, c'est pas du meublé, j'avais pas une obligation de louer en septembre. Ouais. Donc, on s'est donné jusqu'à décembre. Donc, on y est retourné aussi courant octobre, pendant les vacances de novembre, pendant les jours fériés. Et donc, ce qui fait que mon différé a commencé le début de ma mensualité de mon différé a commencé en octobre. J'ai payé ma première mensualité et j'ai refait un différé, cette fois-ci pas total mais partiel, je crois que c'était 3 mois. Pour justement pouvoir finir les travaux. Ah, t'as redemandé un différé? Exactement, qui m'a été accepté, c'était que 3 mois. Donc, ma mensualité sur 1524, en différé partiel, je payais, je crois, 400 € à peu près. Donc, ça me faisait économiser 1000 €, ce qui était pas mal, sachant que le loft, là, actuellement, je le loue 770. Donc, ça me compensait largement ma perte de mon loyer du loft. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc, au final, effectivement, on a réussi à rattraper le retard. On a réussi à louer en septembre. Et depuis, tout est loué. Il n'y a quasi aucune vacance locative. Ça se passe super bien. Et franchement, c'est top. Et donc, est-ce que tu peux nous dire donc, à qui tu loues? Parce que du coup, en termes de marché, moi, je connais pas du tout, je connais pas du tout Roubaix. Bien sûr. Donc, quelle est la cible à peu près? Alors, pour les 4 appartements meublés, c'est des étudiants exclusivement. Pour le loft, c'est un jeune travailleur. Donc là, depuis 2022, du coup, j'ai acheté l'immeuble en 2021, il y a eu 1 an de travaux, donc 2022. C'est principalement des étudiants en meublé et un jeune travailleur qui est toujours le même depuis le premier bail en location dans le loft. Juste là, ça fait 1 an, les 2 appartements du premier étage, je fais de la sous-location. En fait, je loue à une société qui elle-même sous-loue un Airbnb, qui a déjà des biens en sous-location. Je pensais pas que Airbnb marcherait sur Roubaix. Mais oui, ça marche super bien, je le vois. Je le vois avec les chiffres, je le vois, j'ai mis une caméra dans les parties communes, donc je vois les gens qui rentrent, qui sortent. Ça se passe super bien. Donc là, actuellement, les 2 premiers appartements du premier étage sont loués en sous-location Airbnb. Et moi, je loue un bail classique meublé. Tu loues un peu plus cher. Tu loues combien plus cher à peu près? Pour le 12, je loue 20-30 € plus cher et l'autre, c'est 20 €. Ah oui, c'est pas, il n'y a pas grand-chose. Je loue pas 100 ou 200 € plus cher. Tu vas pas chercher Non, c'était pas le but. Je voyais qu'il était sérieux. Moi, ma priorité, de toute façon, quand je lui ai dit que c'était OK pour moi, pour qu'il puisse faire du Airbnb, ma priorité, c'est mes 3 autres appartements. Je lui ai dit, j'ai été transparent avec lui. Je lui ai dit, je suis le propriétaire de l'immeuble. Je peux te confier les 2 apparts du premier étage. Par contre, il ne faut pas que ça dérange les 2 apparts du au-dessus, plus le dernier. Donc, si les locataires se plaignent, j'arrêterai le bail. Et là, du coup, c'est un bail commercial que tu as fait? Exactement, c'est un bail commercial. Donc, lui, s'il part, c'est 1 mois de préavis. Par contre, si moi, je veux qu'il parte, c'est 3 mois de préavis. Donc, c'est quand même, entre guillemets, mieux que une location meublée classique. Donc, on a fait ça. Et donc, voilà, ça fait 1 an maintenant. Ça se passe super bien. Trop bien. Donc, c'est cool. Donc là, les 5 appartements sont actuellement loués. Donc,
Airbnb, les deux autres meublés classiques longue durée. Meublés à des étudiants. À des étudiants, et 1 an tacitement reconductible. Et le dernier, c'est du nu. C'est du nu, un jeune travailleur. Et donc, pourquoi tu as décidé de faire un mix? T'as pas fait tout en meublé? Pour la fiscalité. Parce que si je louais le loft en meublé, je passais LMP et plus LMNP. Ok. Est-ce que tu peux juste expliquer, parce que du coup, il y a des seuils en termes de LMNP et tout. Exactement. C'est le seuil, le plafond, c'est soit 23 000 €, soit 50% de ses revenus. Et là, en l'occurrence, moi, sur mes revenus, les 4 meublés, ça correspondait parfaitement. Je dépassais pas le seuil justement pour passer LMP. Parce que passer le seuil LMP, là, tu commences à payer pour l'URSSAF, tu commences à payer pour plein de choses. Là, LMNP, en fait, l'État considère que LMP, ça devient ton activité principale. Tu deviens littéralement rentier, en fait. Tu peux vivre de ces rentes. Et moi, c'était pas le but. Je voulais rester LMNP. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de louer le loft en vide, sachant que le loft fait 50 mètres carrés au sol, Loi Carrez, 70 mètres carrés au sol, et que les autres appartements font une trentaine de mètres carrés. Donc, meubler un appartement plus grand, bon, il coûtait déjà plus cher, et c'était pas le but. J'avais avoir plus de mal à trouver quelqu'un en meublé sur un appartement à 50 mètres carrés que la du nu. La du nu, j'ai vraiment pas galéré. Parce que du coup, tu fais du nu, donc tu as fait du déficit foncier, tu as dû séparer… Exactement, les travaux, on a fait 150 000 € de travaux, plus l'ameublement, etc. Du coup, effectivement, on a dispatché sur les 4 meublés plus le loft. Donc, au final, on arrive à bien avoir du déficit. Donc, tu fais ton déficit foncier pendant 10 ans sur ton nu. Et après, le LMNP, tu fais les amortissements classiques. Qui donne droit à plusieurs avantages. Parce que LMNP, c'est pas que sur l'immeuble. Même si on va dire que là, cette année, ça a changé avec la réintégration des amortissements. Exactement. Mais bon, je pense que ça reste quand même intéressant. Et sachant que cette pour l'instant, tu ne revends pas. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est que ça t'impacte seulement si tu revends. Tant que tu ne revends pas, il n'y a pas d'impact. Là, ton souhait, c'est pas du tout. Pas du tout. Ça tombe très bien. Le cash flow est largement… On va en parler. Voilà, exactement. Du coup, sans transition. Pour les chiffres. Pour les chiffres. Du coup, 170 000 l'immeuble. C'est ça. Donc, travaux, notaire. Travaux, 130 à peu près. Frais de notaire, 13. ENET 19. Place de parking, 16. En gros, la totalité, ça fait 370 000 € que j'ai fait. Donc, j'ai fait un prêt. J'étais à Lyon. Je venais tout juste d'être ingénieur. Et j'avais en revenu net mensuel, j'étais à 2002-2003. Ok, donc tu n'avais pas non plus des gros revenus. C'était pas des gros revenus, j'avais 25 ans ou 26 ans à l'époque. Moi, ça m'allait avoir gagné 2002-2003. Mais je voulais non seulement augmenter mes revenus, je voulais arrêter d'être salarié. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, effectivement, il y a eu… Mais tu n'as pas arrêté d'être salarié pour autant. J'ai pas arrêté d'être salarié pour autant. Pas encore, effectivement. C'est l'objectif, mais pas encore. Donc, effectivement, ça fait un prêt total de 370 000 €. Ça me fait une mensualité de 1 524 € sur 25 ans, avec un an de différé, je le rappelle, financement à 110%, et avec un taux à 1,2%. Pendant le Covid. En 2020. Donc, tu as surfé sur la tendance. C'est exactement ça. Donc, mensualité de 1 524, sachant que pour justifier mon prêt de 370 000, donc il y avait mes revenus de mon métier, plus les rentes de l'immeuble. Donc, j'ai fait des fausses annonces et j'avais prouvé que ça se louait bien. Sur une fausse annonce, j'avais mis à 500 € le loyer. J'avais eu 80 messages et plus de 300 vues en 24 heures. Donc, je savais que largement, il y avait de la demande et que c'était bon. Le test de la fausse annonce, c'est la base. Exactement. Et c'est tout de suite révélateur. Là, tu testes le marché en direct. Exactement. Donc, mon banquier était convaincu. Il a dit, OK, c'est bon, nous, on te suit. Parce que ton banquier, juste pour savoir, il n'était pas du tout Roubaix, il n'avait jamais investi. Pas du tout. Mon banquier, c'est un ami à moi. Rien à voir. Il est de la région parisienne. Rien à voir. Il t'avait fait avoir un crédit plus facilement Non, si. Enfin, faut pas mentir. Il a réussi à m'avoir un bon taux et surtout, il a réussi à m'avoir des bonnes conditions. Le financement à 110%, etc. Maintenant, si j'étais venu avec le même projet et je lui avais dit, c'est plus 370 000 que j'ai besoin, mais 1 million, il m'aurait dit, non, c'est mort. On est d'accord. Dans une mesure, oui, il m'a aidé, vraiment. Mais voilà, effectivement, il a quand même regardé et mes revenus et les potentielles rentes que pouvait avoir l'immeuble. Parce que du coup, l'immeuble est sous hypothèque avec la banque. Ok. Donc, ça me fait une mensualité de 1 524 € pour 3 268 € de rente. Moins les charges mensuelles qui comprennent l'eau froide, l'électricité des parties communes, l'assurance P&O, le comptable, c'est par an. C'est à l'année en tout cas que je le paye. Donc, tout ça mensualisé, ça me fait 200 €. À ça, il faut retirer la taxe foncière qui est de un peu plus de 2 000 € par an.
Oui, Donc, oui, pour ça fait 200 mètres carrés, voilà, rien du tout. c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, Donc, ça fait du 200 € à peu près mensualisé, 185 €. Donc, au total, cash flow net, il me reste un peu plus de 1 200 € net par mois. Ouais. Et sachant que C'est tout est beau. loué, c'est beau, et sachant qu'il n'y a aucune vacance locative. Ou en tout cas, très très peu. J'ai eu très peu de vacances locatives. Donc, non, c'est super. Donc, ouais, tu gagnes un SMIC quasiment en plus chaque mois. Net Ah oui, d'impôts, exactement. quoi. Exactement. Donc, joli. C'est joli, sachant que il y a mon prêt qui est remboursé, en plus de ce cash flow-là. Oui. Sur la mensualité de 1524, je rembourse 1150. Bon, ça augmente au fur et à mesure des mois et des années, évidemment, cette partie-là. Et la partie des intérêts réduit. Oui. Mais ma partie qui est remboursée, aujourd'hui, 3 à 4 ans après, c'est 1150 €. Donc, il y a 1150 plus le cash flow de 1200. Oui. Donc, ce qui est énorme, en fait. Oui, voilà. Exactement. Tous les mois, tu t'enrichis de plus de 3300 €. Exactement. Exactement. Plus la plus-value que tu vas faire, parce que du coup, vu que tu as découpé les appartements. C'est exactement ça, parce que du coup, j'en ai pas parlé, mais j'ai donc fait intervenir l'architecte pour les 150 mètres carrés minimum et un géomètre. Parce qu'effectivement, j'ai dû faire un règlement de copropriété et j'ai découpé les appartements. Exactement. Donc là, chaque appartement est un lot. Moi, j'avais acheté un lot qui était l'immeuble, mais j'ai découpé lot par lot. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait estimer l'immeuble juste après les travaux. J'ai fait estimer par une seule agence. C'était pas ma priorité de revendre de toute façon, c'était juste par curiosité. Pour savoir, ouais. Donc le projet m'est revenu à 370 000 € et il a été estimé il y a 2 ans, il y a 3 ans plutôt, à 455 000 €. Ok. Donc c'est beau, c'est cool. C'est très beau. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout de la revendre, c'est vraiment de surfer sur ce cash flow et engranger un maximum, de rembourser le prêt. Surtout actuellement, avec les taux qu'on a aujourd'hui, j'ai aucun intérêt à rembourser le prêt à un taux 1,2. Exactement. Tu as eu donc ce truc de parking. Ouais. Tu étais à Lyon. Exactement, gérer les travaux à distance. Tu gérais les travaux à distance. Tu allais les faire aussi toi-même. Exactement. Sur la fin. Comment ça s'est passé dans ta tête? Parce que franchement, à 25 ans, déjà, il faut être déter. Ouais. Et puis, pas avoir peur. Parce que... Non, il fallait se lancer, il fallait pas hésiter. Mais je me suis dit que j'avais 25 ans justement, c'était le moment de prendre des risques, tout simplement. J'étais pas marié, j'ai pas encore d'enfants, j'avais pas encore d'enfants. Mais t'avais pas peur? Tout simplement, tu vois, parce qu'il y a toujours cette appréhension. T'as pas fait comme tout le monde, à acheter un appartement, puis un autre. Justement, t'as acheté direct un immeuble dans une ville que tu ne connaissais pas. Et où personne n'y croyait. Et où personne n'y croyait. Et oui, il y a ça aussi, ton entourage. Ouais, complètement. Mais voilà, je me suis dit, quitte à me lancer dans les démarches, dans les travaux, dans l'acte notarié, etc., autant me lancer vraiment dans quelque chose qui me rapporte tous les mois un cash flow net. Je me suis formé pour. Donc oui, il y a eu des nuits où j'ai pas beaucoup dormi, effectivement, surtout pendant les travaux et pendant l'achat avec l'urbanisme. Mais globalement, je me suis dit, en vrai, j'ai pas rien à perdre, parce que si, j'avais des choses à perdre. Mais c'était le moment de prendre le risque, en fait. Donc j'y suis allé, j'ai foncé, j'ai pris ces risques et au final, ça a payé. Mais voilà, il faut vraiment être déterminé et surtout ne rien lâcher, ne pas abandonner. Si tu es convaincu que ce projet-là va te rapporter et que tu t'es bien formé, etc., il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, vraiment. Et au pire, s'il y a un échec, tu vas juste apprendre de cet échec. Tu vas faire peut-être un deuxième immeuble et sur cet immeuble-là, là, tu y arriveras. Mais pour moi, c'était soit c'est quand même dur, tu vois, il y a beaucoup de personnes, je pense que quand tu discutes autour, alors il y a ceux qui croient pas du tout, qui te disent oui, c'est ça. Complètement. Un immeuble avec un cash flow. Un cash flow positif, en plus 1002, genre tu rêves. Oui, c'est ça. Je pense que tu as été confronté à un entourage qui n'était pas forcément... Oui. tu n'étais pas dans l'immobilier. Pas du tout, c'est même pas mon métier. Ton entourage est pas dans l'immobilier, donc tu vois. Et c'est vrai que parce que moi, du coup, je parle pas mal à des gens qui sont comme toi et moi, tu vois, au final. Et on a personne, et on a plus des gens qui nous disent vas-y, arrête de rêver, et fais pas ça, tu fais une connerie. Donc c'est aussi important de dire, putain, mais toi, t'as cru en toi de fou, faut y croire. Et que toi, quoi. Exactement. Toi, avec toi-même. C'est ça. Faut y croire, faut se donner à fond. Et je te dis, c'est soit tu y arrives et tant mieux, soit t'as pas réussi, c'est un échec, t'apprends et tu repars. Et là, du coup, pour toi, il y a eu des embûches, mais il n'y a pas d'échec clairement Alors, l'échec de l'artisan, du coup, qui a, entre guillemets, il n'a pas abandonné le chantier, mais c'est moi qui lui dis d'arrêter, étant donné qu'il n'était pas dans les temps. Donc, il y a quand même 2-3 choses que j'aurais pu mieux faire ou... C'est parce que tu penses que tu n'as pas été assez select sur ton artisan ou Pas assez sévère, je pense. Ok. Mais ça, pareil, ça fait partie de l'apprentissage.
Et puis, un c'était la première fois artisan que je qui faisais donne ça. un truc à Et temps. ouais, exactement. Déjà, tous les chantiers, on les tous les imprimait. chantiers, Exactement. tu peux te rajouter un petit 15% en plus. C'est ça. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Oui. Mais même en termes de temps, etc. Oui. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, non, j'ai pas de regrets. Voilà, c'est plus de l'apprentissage. Je t'ai pas demandé, tu les gères tout seul ou pas? Je les gère tout seul, ouais. Ok. Tout seul. Il n'y a pas beaucoup de turnover, contrairement à ce qu'on peut penser, étant donné que Oui. c'est du meublé. Les deux premiers au premier étage, les deux premiers appartements, donc c'est du Airbnb. Oui, donc Lui, ça fait 1 an, ça tourne et il n'y a aucun problème. Les deux au deuxième étage, le locataire, ça fait 3 ans qu'il est là. Donc pour du meublé, Ah c'est oui. pas mal. Ouais. Et l'autre appartement, il est arrivé cet été. Donc j'ai dû y aller cet été. Ça m'a pris moins d'une journée, une demi-journée. Et le loft, ça fait 3 ans. Le dernier étage, ça fait 3 ans qu'il est là aussi. Donc au final, il n'y a pas tant de turnover que ça. Quand il faut aller gérer, j'y vais. Je prends, oui, effectivement, une demi-journée, un week-end par-ci, par-là. J'ai consacré 2 ans quasiment à l'immeuble, entre l'achat, les travaux. Je suis plus un week-end près de temps en temps, surtout pour économiser les frais d'agence, etc. Donc, et je sais que ça joue aussi sur les locations. Donc le fait que les locataires n'aient pas l'état des lieux des agences à payer, les honoraires, exactement, enfin plein de choses. Ouais. Donc je le vois. Et puis même, moi, je préfère parce que je sélectionne mes locataires. Je les sélectionne sur dossier, évidemment, forcément, mais aussi au feeling. Moi, c'est ce que je leur dis. Je sélectionne, je prends entre 5 et 10 candidats, 5 plutôt. Et sur ces 5-là, je me dis, OK, celui avec qui le courant passe le mieux, ce sera lui. Et pour l'instant, ça a marché. Je fais pareil, du coup. Voilà. Mais pour moi, je pense que j'ai choisi, je sais pas si toi, tu as fait pareil, j'ai choisi des locataires qui avaient des moins bons dossiers. Oui, alors que le feeling, parce que le feeling passe mieux et tu es content de tes locataires. En fait. Pour l'anecdote, pardon, j'ai eu en tout cas une candidature. C'était le fils d'un PDG d'une société je ne saurais plus te dire laquelle. J'ai regardé déjà, son père est sur Wikipédia et j'ai regardé, il m'a envoyé du coup son avis d'imposition. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année. Donc, ok, c'était clairement le meilleur dossier et de très loin. Pour autant, le feeling n'est pas du tout passé avec son fils, mais pas du tout. Donc, comme quoi, ça veut rien dire. Mais exactement, c'est pour ça que le dossier c'est important, faut pas nier. Mais par contre, pour moi, le feeling c'est ce qui vraiment met la cerise sur le gâteau. Où là, tu te dis, ok, c'est lui, c'est le bon locataire. Tu peux lui faire confiance et voilà. Maintenant, moi en tant que propriétaire, je reste ultra disponible. C'est ce que je dis à mes locataires. S'il y a le moindre problème, vous m'envoyez un message. Même il est 5h du matin, envoyez-moi un message, c'est pas grave, je réponds dès que je peux. Mais je me montre ultra réactif pour justement qu'ils aient confiance en moi et pas qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils hésitent, voilà. S'il y a le moindre problème, je leur dis, vous m'appelez, vous m'envoyez un message et voilà. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé, donc c'est cool. Trop bien. Et du coup, c'est quoi le next step là? Parce qu'il y a eu pas mal de choses après l'immeuble. C'est ça, le next step. C'est ça qui t'a donné goût? Ah complètement. Donc j'ai essayé avec l'immeuble, j'ai vu que c'était ça, vraiment l'immobilier que je voulais faire. Donc par la suite, j'ai acheté ma résidence principale, sur laquelle du coup j'ai fait des travaux aussi. Et là, un deuxième projet aussi d'achat-revente sur lequel on achète, on fait des travaux et on revend. Donc ouais, ça se passe plutôt bien. On avance, on apprend, on fait encore des erreurs, on fait encore des petites choses, mais encore une fois, c'est que de l'apprentissage et voilà. Et en termes de du coup sur ta RP, donc tu as acheté en banlieue parisienne. C'est ça. Tu as fait des travaux? J'ai fait des travaux et en termes de plus-value latente, donc là, entre les travaux, l'achat du bien, les frais de notaire, on est à peu près à 350 000 euros pour une revente potentielle à 400 000 euros. Donc j'ai une plus-value latente à 50 000 euros, ce qui est pas mal. Et sur mon autre investissement, je l'ai acheté donc 200. Achat-revente. C'est ça, exactement. Et sur ma résidence principale, je l'ai acheté 220 000 euros pour une revente potentielle à 250. Donc ça fait 30 000 de plus-value. Donc voilà, les deux, la maison, l'ARP plus l'immeuble. Pour l'instant, voilà mes 3 projets. Donc 30 000, 50 000, donc c'est à 80 000. Exactement. Plus, t'as fait estimer. J'ai fait estimer à 455, sachant que là, sur le crédit actuellement, donc j'ai fait un crédit de 370, il me reste là aujourd'hui, de fin 2025, il me reste 330. 300 000, t'as 130 000? Ouais, exactement. T'as 130 000, donc sur 5 ans, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, exactement. Je pense que tu nous as donné, comme je disais, franchement, c'est une masterclass parce que tu nous donnes plein. Moi, il y a eu plein d'infos, je sais pas si vous avez bien tout retenu, mais moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui veulent investir, même sans, tu vois, gagner des 3, 4 000, 5 000 euros par mois. C'est pas tant les revenus qui font Évidemment que ça aide si tu gagnes 5 000 euros par mois pour investir, évidemment, mais tu peux investir avec un SMIC.
tu peux littéralement investir avec un SMIC. Ouais. Si tu mets bien de côté, que tu es régulier, que tu fais attention, tu peux investir. Alors, je te dis pas que tu peux effectivement emprunter 400 000 euros dans un immeuble et que tu peux générer des cash flows. Et encore, tu peux, tout est possible. Tu as des petits immeubles Exactement, vraiment. Exactement. Et on peut faire step by step. Par contre, effectivement, c'est la motivation. Rester déterminé, se former, surtout se former. Donc, formation, être déterminé, croire en soi et foncer. Pour moi, c'est les 4, vraiment, c'est les 4 choses. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et encore une fois, ça a marché maintenant. Ok, bah merci. Merci à toi, Pauline.